Pendant que je luttais, j'entendais les cris de mes collègues s'éteindre, un par un. À l'époque, je pensais qu'ils avaient réussi à s'échapper. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. À la fin de l'été 2009, je travaillais sur un remorqueur qui assistait un pétrolier au large des côtes de la Louisiane. Il y avait eu des tempêtes et une mer agitée, et même si nous n'étions pas réellement en danger, notre remorqueur aidait à stabiliser le pétrolier, bien plus vulnérable que nous face aux grosses vagues. J'ai toujours aimé la mer, et c'est le cas aujourd'hui encore. Mais ce matin-là, je me souviens très bien que c'était le 17 août, alors que nous guidions ce pétrolier le long de la côte, quelque chose vint mettre cet amour à l'épreuve d'une manière brutale et profondément traumatisante. J'étais dans les toilettes quand c'est arrivé. Probablement le pire endroit où l'on puisse se trouver lorsqu'on se fait frapper par une vague scélérate. J'étais réveillé depuis à peine 10 à 15 minutes quand, sans le moindre avertissement, tout bascula. Un instant, les toilettes étaient au sol, celui d'après, elles se retrouvaient au plafond. J'essayais d'ouvrir la porte de la salle de bain, mais toutes les lumières s'éteignirent d'un coup. J'entendais la pièce se remplir lentement d'eau, mes yeux me brûlaient et je n'arrivais pas à savoir si c'était du sang ou de l'eau de mer. J'ai finalement réussi à ouvrir la porte, mais je n'eus pas le temps de m'en réjouir. Je ressentis un choc sourd et massif au moment où le remorqueur se posa sur le fond marin du golfe, au moins 30 mètres sous la surface. Quand la porte s'ouvrit, tout était plongé dans l'obscurité. L'eau était partout. Tout était sans dessus-dessous. Notre hélice se retrouvait vers le haut, la passerelle vers le bas. Dans le couloir, juste à côté de la porte étanche menant à une trappe de sortie, j'aperçus 2 de mes collègues qui luttaient pour ouvrir la trappe tandis que le niveau de l'eau continuait de monter. Je paniquais. Je m'étais dit que nous allions tous nous noyer si nous n'arrivions pas à ouvrir cette porte. Alors, j'ai fait quelque chose de complètement contraire à mon instinct de survie. Je plongeais dans l'eau pour chercher une autre issue. Je n'imagine pas que beaucoup d'entre vous aient déjà vécu un naufrage. Mais lorsqu'un navire coule, comme le nôtre l'a fait, et que s'engouffrent des tonnes d'eau à l'intérieur, celle-ci circule de manière très étrange. Imaginez verser 1 litre d'eau dans une fourmilière et observer comment elle atteint certains tunnels plus vite que d'autres, créant ici et là des petites poches d'air. C'est exactement de cette façon que je me retrouvais emporté jusque dans une 2e salle de bain, attenante à la cabine du second mécanicien. La porte s'était refermée brutalement derrière moi et cela créa l'une de ces poches d'air. Au début, l'eau continuait de monter et j'étais persuadé que j'allais rester coincé là et me noyer. Mais à mon immense soulagement, la salle de bain ne se remplit pas entièrement. L'eau monta seulement jusqu'à environ 1/3 puis s'arrêta net. Cela s'expliquait en partie par le fait que nous gardions systématiquement toutes les portes des cabines fermées. C'était avant tout une mesure de sécurité, mais cela permettait aussi d'isoler certaines sections du navire et de limiter l'inondation. Grâce à cela, je pus m'agripper à un lavabo dans ma petite bulle d'air personnelle. Alors que je me tenais là, plongé dans l'obscurité, je commençais à entendre mes collègues crier et hurler. Je n'arrivais pas à distinguer leurs paroles, mais je me disais qu'ils avaient peut-être réussi à ouvrir la trappe. Avec cette idée en tête, je décidai de tout faire pour nager jusqu'à eux. Mais lorsque j'essayais d'ouvrir la porte de la salle de bain, la poignée me resta dans la main. Je me souviens avoir senti la panique m'envahir de nouveau, si intensément que je crus tourner de l'œil. Puis, soudain, tout s'arrêta. Une étrange sensation de calme m'envahit. Tout ce qui venait de se passer était chaotique et terrifiant, mais après que la poignée s'était brisée dans ma main, j'eus l'impression de reprendre le contrôle. Je savais où j'étais, je savais ce que je devais faire et je n'avais pas le choix. Il fallait résoudre le problème de cette porte. C'était soit ça, soit mourir en essayant. Aussi étrange que cela puisse paraître, cette simple pensée provoqua en moi cet état de calme inhabituel. Il n'y avait plus que moi, cette porte et ce qui viendrait ensuite. Le reste, on verrait le moment venu.
Je me souviens avoir repéré une grille d'aération et m'étais dit que si je parvenais à l'arracher, je pourrais peut-être m'en servir comme d'une arme. Heureusement, elle était assez solide pour me permettre de forcer la porte. Mais cela ne fut pas instantané et il fallut énormément de temps et d'efforts. Pendant que je luttais, j'entendais les cris de mes collègues s'éteindre, un par un. À l'époque, je pensais qu'ils avaient réussi à s'échapper. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le cas. Lorsque j'ai réussi enfin à ouvrir la porte, je me retrouvais dans la cabine du second mécanicien. J'y vis 2 gilets de sauvetage, chacun équipé d'une petite lampe torche. J'en coinçai une dans ma bouche, glissa l'autre dans l'élastique de mon sous-vêtement, puis je tentais de rejoindre la trappe de sortie située à l'extérieur de la cabine. Tous les couloirs étaient inondés, sans la moindre poche d'air. Chaque fois que je manquais d'oxygène, je devais abandonner la trappe et revenir vers la cabine pour respirer. La première fois, je faillis louper la porte de la cabine. Tout était plongé dans le noir, toutes les portes se ressemblaient. Je savais que si je me perdais ou finissais désorienté, je me noierais à coup sûr. J'ai appris plus tard qu'un collègue était mort de cette façon, après avoir confondu la salle à manger avec un endroit où il pensait trouver refuge. Pour éviter de me perdre, j'arrachai un morceau de tissu d'une combinaison de mécanicien, j'en fis une corde et j'attachai une extrémité à la porte de la cabine. Ainsi, je pouvais m'en servir comme guide chaque fois que je manquais d'air. J'essayais encore et encore, mais la trappe refusait toujours de bouger. Finalement, je décidai d'économiser mes forces, de rester dans ma petite bulle d'air. Je devais rester immobile, rester calme, réfléchir. Et je n'exagère pas quand je dis que des heures passèrent. Pour conserver un minimum d'énergie, j'avais mangé des sardines en boîte et bu des sodas en canette. Je gardais mes jambes hors de l'eau. Je savais que je m'étais écorché la jambe et au début je pensais que la douleur était simplement due à l'eau salée. Mais j'avais vite compris que ce n'était pas que ça. De petites écrevisses venaient grignoter la peau qui se détachait autour de ma blessure. Je pensais aussi que le niveau de l'eau resterait stable, mais au bout d'un moment, je réalisais qu'il montait lentement, grimpant imperceptiblement le long des parois. C'est à ce moment-là que j'avais accepté mon destin. Je pensais à ma famille et cela m'apportait une étrange chambre de paix de savoir qu'ils continueraient à vivre sans moi. Bien sûr, l'idée que mes enfants grandissent sans leur père me faisait du mal, mais je me disais qu'ils recevraient sans doute une importante indemnisation de l'entreprise, et qu'avec mon assurance vie, ils auraient peut-être assez pour vivre confortablement le reste de leur existence. Ce genre de pensée était tout ce que je trouvais pour me réconforter. Je me souviens être resté là, dans un silence total, à économiser le peu d'oxygène qu'il me restait, attendant ma mort. Puis soudainement, le silence fut brisé par un bruit métallique, un choc sec, du métal contre du métal. Je ne voyais pas ce qui se passait à l'extérieur du navire, mais je savais qu'il y avait une chance que quelqu'un soit là dehors, quelqu'un qui pourrait m'entendre. Je n'ai pas crié, crier aurait consommé trop d'oxygène. À la place, j'ai commencé à frapper la cloison de toutes mes forces, espérant que quelqu'un comprendrait qu'il y avait encore une personne à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, j'aperçus une lumière à travers un hublot. Je compris qu'il y avait des plongeurs à l'extérieur. Je pris une grande inspiration, puis je replongeai sous l'eau. Mon objectif était de trouver un hublot par lequel je pourrais voir les plongeurs. J'allais donc de pièce en pièce, forçant les portes, puis je revenais à la poche d'air pour respirer. Encore et encore, jusqu'à ce que je les voie enfin. Je me souviens avoir plaqué ma main contre la vitre de sécurité. L'un des plongeurs m'a dit plus tard qu'il avait d'abord cru que j'étais un énième cadavre. Mais quand j'ai commencé à taper contre le verre, ils comprirent que j'étais vivant. Je n'ai pas été remonté immédiatement à la surface. On pourrait croire que cela m'aurait bouleversé, mais ce ne fut pas le cas. Après avoir été piégé aussi longtemps, tout le monde voudrait remonter immédiatement, mais on ne peut pas. Un changement brutal de pression peut être mortel. J'ai donc passé un très long moment dans une cloche de plongeur, inhalant l'air d'une bouteille de secours, avant d'être autorisé à remonter. Les plongeurs m'ont dit que j'étais resté là-dessous près de 14 heures. Je n'ai même pas eu l'impression d'en passer 3. Quand je suis remonté à la surface, c'était la nuit, pas le jour. Cela donnait l'étrange sensation d'avoir voyagé dans le temps.
Des secouristes vérifièrent mes signes vitaux, ma température et ma tension. Ils me conseillèrent de me rendre à l'hôpital. Mais tout ce que je voulais, c'était retrouver ma femme et mes enfants. Alors, même si je ne recommanderais à personne d'ignorer un avis médical, je suis rentré directement chez moi et je les ai serrés dans mes bras comme jamais auparavant. Pendant longtemps, j'ai fait de très mauvais rêves. Parfois, j'avais l'impression que mon lit coulait et je me réveillais trempé, les draps inondés de sueur. Ce qui en rétrospective ne devait pas aider à différencier la réalité du cauchemar. D'autres fois, je rêvais que l'eau entrait par les fenêtres de ma chambre et que ma femme était inconsciente. Je la portais jusqu'à la porte, mais elle refusait de s'ouvrir. L'eau continuait de monter encore et encore jusqu'à ce que je me réveille. Des amis me suggérèrent de partir en vacances dans un endroit complètement enclavé, loin de toute étendue d'eau. Vous saisissez l'idée. Et cela m'aida énormément. Je suis resté loin des piscines pendant une bonne semaine et demie jusqu'à ce que je me force enfin à affronter mes peurs. Je pense que le contexte de ces vacances m'aida, le simple fait de savoir que j'étais en sécurité. Et comme je l'ai dit au tout début, j'ai toujours aimé la mer. Alors, qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Donnez-moi votre avis en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, devenez un être fidèle et abonnez-vous pour ne rater aucun futur épisode. Un grand merci aux contributeurs Tipeee qui soutiennent la chaîne. Leur générosité est énormément appréciée. N'hésitez pas à m'aider vous aussi si vous le pouvez, lien en description. Si vous avez des histoires personnelles à raconter, n'hésitez pas à tester votre plume et m'envoyer par mail vos écrits. De même, s'il y a des histoires particulières que vous aimeriez m'entendre lire, faites-moi en part plus bas. Et je vous dis à bientôt pour d'autres frissons et histoires d'horreur en ma compagnie. Biou.